Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de criminel dont on n'entendait pas forcément trop parler il y a encore peu de temps, mais dont on entend de plus en plus parler ces dernières années, les déséquilibrés, pour reprendre un terme exact, souvent employé par les autorités judiciaires nationales ou par la presse locale ou mainstream nationale. Alors, tout d'abord, je vais vous faire un petit topo très rapide sur ce qu'est un criminel. Juste qu'on se mette bien d'accord, vous et moi. Donc en gros, des criminels, il y en a de toutes sortes, hein. Il y a des voleurs, des violeurs, des tueurs, des accusateurs qui diffament quelqu'un voilà, dans un but malveillant, peu importe. En tout cas, en général, si vous voulez, l'écrasante majorité des criminels ont au moins une des deux motivations ou au moins une des deux caractéristiques suivantes que j'ai identifiées. Alors en général, soit les criminels, comment dire, ils tirent un avantage concret et substantiel en commettant leur crime. Ça peut être un avantage de plaisir physique, de plaisir moral, un avantage financier, un avantage matériel. Ou alors, les criminels, ils connaissent personnellement la victime, par exemple, contre laquelle ils agissent, et ils lui font du mal ou du tort pour se faire justice eux-mêmes, pour se venger, par colère envers elle. Voilà. Donc prenons, si vous voulez, le premier type de motivation que je viens de vous décrire, le premier type de motivation criminelle, voilà, que je vous ai décrit, à savoir tirer un avantage substantiel, moral, physique ou matériel de son crime. Par exemple, on a, disons, le voleur qui n'a pas de vélo, il vole un vélo, et ben il va gagner un vélo qu'il n'avait pas avant. Ou alors, il va gagner un vélo, par exemple, sur le moment, ensuite il va le vendre, au final, il va gagner l'argent de la vente du vélo qu'il a vendu. Voilà, la valeur monétaire du vélo volé et vendu. Un autre exemple, toujours dans cette même motivation, on va dire un violeur qui est laid, qui plaît à personne, qui n'a pas envie de faire d'efforts dans la vie pour plaire à quelqu'un. Lui, il suit les jeunes femmes le soir dans la rue pour essayer de les violer. Là, il suit une jeune femme qui était toute seule la nuit. Il la connaît pas, mais bon, elle lui plaît, voilà. Il va se mettre à la suivre. Elle le voit pas, et puis au moment où il y a personne autour d'eux, bah, par surprise, il lui saute dessus, il l'assomme, il la viole. Voilà, il va assouvir son désir sur une personne vulnérable qui n'était pas consentante, qui est violentée, violée durant cet acte. Voilà. L'autre type de motivation criminelle dont je vous ai parlé, qui n'est pas forcément incompatible d'ailleurs avec le premier, c'est quand le criminel connaît sa victime et puis il lui fait du mal parce qu'il lui en veut. Voilà. Donc par exemple, on a un homme au comportement criminel qui frappe sa femme parce que, disons, elle n'a pas envie de faire l'amour ce soir, ou parce qu'elle est arrivée 2 heures en retard après son boulot et il la soupçonne de l'avoir trompée et donc voilà, il la frappe. Un autre exemple, ça peut être, bon, on va prendre une femme hein, pour alterner les exemples, que ce ne soit pas toujours des hommes criminels, disons une femme voilà, qui crève les pneus de la voiture de son ex-patron qui l'a viré de l'entreprise la veille. Donc vous voyez, je schématise, hein, je vous donne des exemples caricaturaux, mais en fait ce que je veux déjà vous dire en préambule, c'est que la criminologie classique occidentale de notre époque moderne, elle répertorie en général dans la majorité des cas de figure criminels, même s'il y a toujours des exceptions, au moins une de ces deux motivations que je vous cite. Soit au moins le criminel il tire un avantage substantiel, moral, physique ou matériel de son crime, soit au moins il connaît la victime de qui il veut par exemple se venger ou venger quelqu'un d'autre ou rendre justice tout simplement. Voilà. Cette petite introduction posée, je voudrais que vous la gardiez en tête. On va se pencher maintenant à présent sur la motivation criminelle du terroriste religieux. Et ça va m'amener ensuite à une réflexion sur ces fameux déséquilibrés. Donc le terrorisme religieux, qui est quand même un problème euh, plus que jamais d'actualité aujourd'hui pour notre pays. C'est un aléa, un risque et un enjeu. Le terrorisme religieux, ça fait partie de ces types de crimes qui sont plus difficiles à inclure dans les catégories et repères classiques du crime que j'essaie de vous situer, surtout pour des criminologues qui, disons, essaient d'inclure la démarche du criminel dans un minimum de rationalité et surtout dans un ensemble comment dire, d'actions publiques rationnelles qui vont au-delà
de la menace de la punition judiciaire, voilà, des actions telles que la prévention avant le crime ou la réhabilitation après le crime, si vous voulez. Donc un exemple de terrorisme religieux qui nous concerne tous aujourd'hui en France, c'est bien évidemment celui du terroriste djihadiste. Vous savez, dans à peu près toutes les guerres, on rencontre, depuis la nuit des temps, on ne rencontre pas en général des terroristes djihadistes. On rencontre plutôt un schéma classique avec, disons, des humains d'un groupe contre des humains d'un autre groupe. Voilà, ces deux camps séparés, ils se battent euh, soit dans le pays de l'un, sur le territoire de l'un, soit sur le territoire de l'autre, soit sur la frontière commune à leurs deux territoires. Mais voilà, les soldats, en tout cas, au bout d'un moment, qui fassent partie des futurs vainqueurs ou des futurs perdants, ils ressentent tous au moins une fois, normalement, hein, à un moment donné ou un autre, l'envie de rentrer chez soi, que la guerre qui dure des semaines, des mois ou des années, qu'elle finisse. Ils ont envie de savourer la vie un minimum à long terme. Et ils veulent rentrer chez eux, pas infirmes mais en pleine forme si possible, retrouver leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, ou tout simplement voilà, profiter de la vie. Le problème du terroriste djihadiste en France de ces dernières années, c'est que c'est un genre d'ennemi qui nous met dans une guerre assez spéciale qui échappe au code classique des rapports de force humains un minimum rationnel. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Il y a plusieurs raisons que j'ai identifiées. Alors d'abord parce que notre ennemi, le terroriste djihadiste, il est non seulement lâche, mais il agit surtout plus que comme une espèce d'espion caché parmi nous. Voilà, c'est un soldat qui n'est pas, vous voyez, le genre de soldat en première ligne, qui s'annonce, qui est visible. Lui, il n'est pas identifiable et il se manifeste au dernier moment par surprise. Il ne prévient pas ses ennemis déclarés qui va les attaquer. En plus, il s'attaque la plupart du temps à des gens désarmés ou pris sous l'effet de surprise par derrière. Et des gens en tout cas qui lui ont rien fait du tout. Voilà. Ce djihadiste, il vit parmi la population française avec des papiers français ou une carte de résidence ou le statut de réfugié ou tout simplement c'est un clandestin. Mais en tout cas, ça ne se voit pas dans la rue, la situation administrative sur votre tête en général en tout cas. Voilà. Et il ne porte pas d'uniforme de soldat ennemi. Voilà, il n'a pas l'uniforme de l'armée étrangère à laquelle il a prêté allégeance ou voilà, de ses motivations. Et il est souvent habillé comme Monsieur Tout-le-Monde, hein. Il n'est pas stupide. Il va nous prendre par surprise du jour au lendemain en sortant un couteau ou en fonçant dans la foule avec sa voiture ou avec son camion ou en sortant même une mitraillette qu'il aura achetée au noir, encore une fois, toujours dans cette fameuse discrétion. Voilà, et du coup, il évite de se faire repérer par les services de renseignement. Il est discret, c'est une caractéristique. Autre caractéristique du djihadiste qui agit chez nous, en fait, dans l'islam, aucun musulman n'est assuré d'aller au paradis. Le musulman ne sait pas ce qu'Allah fera de lui et il compte donc cumuler des bonnes œuvres, délivrant des sortes de bons points qui s'appellent des hasanat, pour faire pencher la balance en sa faveur au jour du jugement dernier. Mais dans des textes de hadith authentiques, hein, Al-Bukhari ou Al-Muslim, qui citent le prophète Mohammed lui-même, qui est le fondateur de l'islam, eh bien ce dernier, il a dit à plusieurs reprises à des foules de musulmans que les musulmans qui meurent tués par leurs ennemis en martyrs en faisant le djihad, qui est une guerre sainte pour l'islam contre des mécréants, eh bien eux, ces musulmans-là, comment dire, ils seront assurés d'aller automatiquement au paradis. Voilà, c'est sûr et certain. Et à un degré au paradis plus haut que celui des musulmans normaux qui ne se sont pas battus ou qui ne sont pas morts en martyrs, voilà, qui eux ne sont pas assurés d'aller au paradis. Et c'est là justement tout le problème, parce que vous pouvez effrayer un soldat ennemi un tant soit peu rationnel et qui tient un tant soit peu à la vie, avec vos armes plus puissantes que les siennes, qui lui font craindre qu'il pourrait se faire tuer, et alors il peut se rendre, abdiquer, reculer, fuir le terrain de guerre, peut-être même déserter définitivement. Mais le djihadiste, lui, il souhaite se faire tuer.
il ne reculera pas devant des policiers ou des gendarmes qui interviennent durant son attentat, qui le menacent en fait durant son attentat avec leurs armes et leur nombre aussi, puisqu'en général ils sont plus nombreux quand ils arrivent. Le terroriste djihadiste en fait, il n'est pas comme le soldat lambda si vous voulez, qui ne veut pas passer toute sa vie sur le champ de bataille et sa vieillesse sur un champ de bataille. Il veut retrouver sa famille à un moment donné. Le djihadiste, lui, il n'est pas comme ça. Lui, il veut mourir tué par ses ennemis. De son point de vue, c'est une victoire, c'est pas une défaite. Pour éviter l'enfer et aller assurément au paradis, c'est ce qu'il croit. Et c'est là justement voilà tout le problème. Parce que c'est difficile d'envisager de réhabiliter de tels types d'individus qui ont pour motivation un dieu destructeur et belliqueux de la sorte. Et les futurs djihadistes qui voient à la télé qu'un terroriste djihadiste a été abattu en France, eux ils se disent que le djihadiste a réussi. Parce que le français lambda, qui n'est pas musulman, il voit à la télé la police a abattu un terroriste djihadiste qui a blessé ou tué des gens. Et bien lui, le français lambda, il se dit chouette, c'est notre camp, le camp du bien qui a gagné. Mais pour les djihadistes et leurs groupies qui regardent ça à la télé, et eux, ils sont contents, leurs supporters. Ils se disent waouh, c'est génial, le djihadiste a eu ce qu'il voulait, il a été tué par un policier ou par un gendarme, c'est lui le vrai gagnant. C'est limite même si ça ne les motive pas, eux derrière, à faire la même chose. Voilà. Cette seconde caractéristique sur laquelle je viens de finir me permet d'introduire une autre caractéristique peu commune avec ces criminels d'un genre très particulier que sont les djihadistes. Une caractéristique qui fait qu'en fait, ils sortent des radars et des balises de la criminologie classique. En fait, les terroristes djihadistes, ils ne gagnent aucun avantage concret et réel, moral, matériel ou physique, avec leur acte terroriste. Tu peux pas tu peux pas savourer les bienfaits moraux, physiques ou matériels de ton crime si le but de ton crime, ça s'achèvera par ta mort. C'est évident, ton cadavre n'aura pas tout ça de ton vivant. Voilà. La motivation des terroristes djihadistes, en général, hein, et ce qu'ils attendent, ça se passe dans leur tête. Voilà. Tout est une histoire de croyance individuelle. C'est difficile de relier ça aux motivations du voleur qui va avoir un gain concret, du violeur qui va avoir un gain concret, du tueur qui peut avoir un gain concret par vengeance ou par avantage personnel. Vous voyez, là, c'est ça le problème justement, c'est que c'est vraiment des types de criminels très particuliers. Vous inquiétez pas que les djihadistes, ils vont pas dépouiller les cadavres de leur portefeuille, ils vont pas violer les cadavres. Ils veulent mourir, ils désirent mourir durant cet acte et du coup, on n'a pas, si vous voulez, une des deux motivations dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on pourrait se dire, il reste normalement l'autre motivation, qui est que le criminel connaît personnellement la victime ou les victimes et souhaiterait par exemple se venger, mais c'est pas vraiment le cas parce que d'un point de vue tribaliste, oui, le djihadiste, il veut tuer tout ce qui n'est pas pro-djihadiste, tout ce qui n'est pas pro-lui, et du coup, pratiquement toute la Terre peut être son ennemi. Voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les terroristes djihadistes, en France, ça se vérifie, voilà, techniquement, ce sont des tribalistes qui dépersonnifient leur vengeance, ça s'est quand même vérifié au cours de ces dernières années. Ils s'attaquent en général, et des inconnus pris au hasard, à des foules inconnues, innocentes, aux premiers qui leur tombent sous la main, dont ils ne connaissent même pas le prénom. Ils sont capables d'égorger des gens comme ça au pif dans une gare SNCF, dans un supermarché, ou alors quand ils prennent un camion et puis ils écrasent des gens sur un front de mer. Même des enfants en bas âge, sérieux, des enfants en bas âge, ils s'en fichent, ils ont zéro pitié, ils les tuent avec le sourire. Pour eux, potentiellement, 90% des membres de tout un grand pays comme le nôtre, pardon, ça peut être des gens qui peuvent être tués, voilà, qui méritent d'être tués. Et c'est ça justement le problème, c'est que c'est plus une guerre d'une armée contre une autre, sous l'égide, au moins dans les apparences comment dire, des conventions de Genève. Là, on a des terroristes djihadistes qui classent les civils, les innocents, les gens les plus innocents possibles, des vieillards, des enfants de moins de 10 ans, dans le camp de l'ennemi à tuer. Donc leur éventail de cibles est tellement large, c'est ce qui les rend si effrayants et c'est ce qui rend si difficile le travail des services de renseignement et de police face à ces gens qu'on ne peut pas marquer à la culotte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginons en ce moment que vive en France disons un aspirant au djihad, voilà.
On va dire, il est né en France, il a la nationalité française, il vit en France, il y vit tous les jours, voilà. Et il a deux réflexes. On va dire, tous les jours à midi dans sa cuisine, il prend un couteau de cuisine pour couper des légumes, voilà. Et puis, euh, et puis tous les jours à 16 heures, il prend sa voiture pour aller faire un tour. Peu importe quelle activité il fait avec sa voiture, on va dire que c'est une activité pas illégale, voilà. Mais il prend sa bagnole, il va faire un tour avec tous les jours, voilà. Et puis tous les jours à midi, il coupe des légumes avec un grand couteau. Vous croyez franchement que l'État va pouvoir mettre un flic derrière ces deux gestes quotidiens et anodins de ce mec qui sont des gestes communs à des millions d'individus dans notre pays, comme ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, même les jours fériés? Malheureusement, non. Et un jour peut-être, à midi, contrairement à d'habitude, cet homme pro-djihadiste qui a envie de passer à l'acte, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va passer à l'acte, ça se passe dans sa tête, on ne sait pas encore lire dans la tête des gens, et bien peut-être que le couteau, il va le prendre ce jour-là, mais il va laisser les légumes intacts, et puis il va mettre le couteau dans sa poche, sortir dans la rue, et puis tuer des gens. Pareil pour son réflexe de à 16 heures, il prend sa bagnole, et puis il va faire son tour, je ne sais pas pourquoi, pour des courses, pour ce que vous voulez. Peut-être, on ne sait pas, un jour, il prendra sa bagnole, et puis il en sera arrivé au summum de sa motivation, et tout d'un coup, il va donner un brutal coup de volant inhabituel, et il va foncer dans une foule de façon totalement passionnelle. Et du coup, ils sont imprévisibles, et ils détournent, si vous voulez, des objets du quotidien, comme un couteau de cuisine ou une voiture, pour en faire des armes de guerre. Et c'est aussi ce qui rend le combat difficile, effectivement, contre ces gens. On récapitule donc le portrait de ces criminels très particuliers que sont les terroristes djihadistes qui tuent en France depuis ces dernières années. Alors, ce terroriste-là, cet ennemi, ce criminel, c'est un ennemi, je vais être sûr du terme que je vais employer, caché, on va dire. Ouais, caché parmi la population. On ne peut pas les distinguer trop en amont, souvent ils agissent vraiment au dernier moment. Voilà, on ne peut pas les distinguer précisément, ils peuvent représenter un potentiel risque surveillé, mais voilà, ils ne montrent pas en tout cas leur vrai visage, sauf au dernier moment quand ils agissent par surprise. C'est un ennemi qui n'est pas sensible à la menace des armes des forces de l'ordre et du nombre en face de lui. Il s'en fiche, il ne va pas se rendre, il s'en fiche de se rendre, il a besoin de mourir pour s'accomplir. C'est ce qui fait qu'il ne craint pas du coup la menace de plus fort que lui et qu'il n'a pas peur d'échouer, car pour lui d'ailleurs, être tué en martyr par son ennemi, c'est pas un échec comme je vous ai dit, c'est une victoire. Et autre caractéristique insolite, cet ennemi ne cherche pas les fameuses deux motivations classiques de la criminologie occidentale moderne dont je vous parlais. Il ne va pas dépouiller les portefeuilles de ses victimes, ni les violer, il ne va pas profiter d'une aura ou de s'intégrer à un groupe de vivants par son acte, car son acte, il veut que ça se finisse par le martyr, qui le conduira au paradis direct, c'est ce que lui y croit en tout cas. Voilà. Donc il ne cherche pas, si vous voulez, davantage concret de son vivant en commettant son crime. Et enfin, ce djihadiste, il s'attaque à des gens au hasard qu'il ne connaît pas personnellement et qui lui ont rien fait. Voilà, donc on a quand même là, franchement, le portrait du genre de criminel le pire possible pour notre pays, vraiment. Honnêtement, tant dans ce triptyque dont je vous parlais de prévention, punition, réhabilitation, vraiment, ça, c'est le genre de criminel, on va rien pouvoir faire d'eux, quoi. Et donc, comme vous le savez, le système politico-médiatique qui fait la pluie et le beau temps dans notre France, il est plein de tabous, notamment sur la question de l'islam. Vous vous rendez quand même compte, dans notre pays, pour lutter contre l'islamisme en France, nos gouvernants proposent depuis plus de 10 ans des soi-disant solutions qui en réalité sont exactement tout ce que les islamistes voudraient. Faciliter et multiplier les modes de financement et de facilitation de construction de mosquées, promouvoir l'enseignement de l'arabe à l'école, donner davantage de place à une bonne image de l'islam dans les médias, dans la culture, dans les manuels scolaires, créer une taxe halal, financer publiquement les formations des imams. C'est contre l'islamisme tout ça ou c'est pour? Enfin, on se le demande quoi. Non, parce que créer des mosquées dans le paysage français, ça respectabilise l'islam. Ça lui donne une aura sociale, ça promeut l'islam. Promouvoir des lieux qui enseignent aux enfants et aux adultes de respecter les enseignements du Coran, c'est pas un moyen de lutter contre l'islamisme. L'islamisme, c'est la mise en application du Coran. C'est le véritable but original de l'islam. Vous regardez,
dans le monde, les endroits où il y a zéro mosquée, ben, il y a zéro islamisme à cet endroit-là. Voilà, en général, bien sûr, tu auras des petites exceptions, des petits nomades à court terme, mais grosso modo, plus il y a de mosquées à un endroit, plus il y a de risques islamistes. C'est évident, c'est aussi simple que ça. Mais ce que nos gouvernants ont parfois du mal à voir, c'est que le terrorisme djihadiste, en fait, qui agit en France, il aura toujours une excuse, même si nos gouvernants islamisent notre pays pour acheter une espèce de paix avec les aspirants au djihad ou les islamistes. Vous savez, un terroriste djihadiste, vous pouvez, comment dire, vous pouvez lui donner 99 preuves que vous islamisez la France. Si vous faites une seule petite mesure politique qui lui déplaît, il aura totalement oublié les 99 preuves de soumission et d'adaptation de notre pays laïque à son islam, à l'islam. Une intervention de l'armée française une fois dans un pays musulman aujourd'hui ou à l'avenir contre des islamistes, et l'islamiste qui est sur notre sol et qui peut-être réfléchit à la possibilité de faire un attentat, il aura totalement euh, il aura totalement zappé le fait que, il aura totalement oublié le fait que on a des élus locaux en France qui ont ajouté 100 nouvelles mosquées en France au cours des 18 derniers mois, ce qui lui a fait plaisir quand il lui lisait l'actualité. Voilà. Il suffira d'un petit débat sur le port du voile à l'école, pareil. Un futur débat demain sur le voile des fillettes dans l'espace public, pareil. La fermeture d'une seule mosquée radicale, alors que pour moi, bien évidemment, elles le sont toutes, hein, puisqu'elles élèvent toutes en vertu et en guise d'exemple moral et politique le Coran, parole divine, misogyne, esclavagiste et qui criminalise la liberté de conscience. Enfin bref. Donc, avec si vous voulez, la désastreuse politique du chaos migratoire dans laquelle s'engage la France et dans sa façon d'essayer d'adapter notre laïcité à l'islam qui devient de plus en plus visible, de plus en plus nombreux, va y avoir de plus en plus de risques d'attentats djihadistes en France dans les années à venir, ce que je déplore. Mais les gens, ils sont pas cons en fait. Les gens en général, les Français de plus en plus, ils ont bien compris, à part quand même des bobos et des gauchos vraiment butés, mais grosso modo, ils ont bien compris que les terroristes djihadistes ont tous foi en l'islam. Peu importe que cet islam soit le bon ou pas le bon, en tout cas ils l'ont compris quoi. Ainsi, pour gagner du temps et pour trouver un nouveau subterfuge à l'avenir, afin que les peuples ne se rendent pas trop compte que l'islam crée un risque et un danger, peut-être minoritaire en nombre, mais en tout cas permanent et croissant pour la France et les pays occidentaux islamisés, risque qui n'existent pas, ou en tout cas moins, dans des pays qui s'en préservent, comme la Pologne, la Hongrie ou la Corée du Sud, et là il y a une technique de politique, de médias aujourd'hui qui s'installe de plus en plus, une ritournelle qui s'installe, le fameux coup du déséquilibré. Si vous voulez, le déséquilibré, c'est la version 2.0 du loup solitaire auquel on avait droit il y a quelques années. Voilà, qui maintenant ne marche plus dans l'opinion publique, hein. Ils ont essayé mais ça marche plus parce que, enfin depuis pas mal d'années, à force qu'ils nous sortent c'est un loup solitaire, c'est un loup solitaire, c'est un loup solitaire, les gens ils se disaient, ouais ok, bon en gros la France elle est soit par rapport au terrorisme religieux, soit attaquée par des organisations terroristes musulmanes, soit par des loups solitaires musulmans. Ils se disaient, bon, ça reste quand même que des musulmans globalement, ça reste dans l'islam tout ça malgré tout. Et c'est là qu'entre en jeu l'argument psychanalytique, l'argument de la folie, l'argument de la maladie mentale, voilà, qui est matérialisé sous cette expression déséquilibrée. Parce que à présent, la plupart des gens qui attaquent des innocents dans la rue avec une arme, un couteau ou une voiture pour foncer dans la foule, même en criant Allahu Akbar, en fait, ils sont qualifiés de plus en plus de déséquilibrés, en tout cas dans certains types de cas de figure que moi j'ai repérés au niveau de la presse. Même des gens qui n'ont jamais eu de suivi psychiatrique, dont les voisins disaient ils avaient leurs normaux, ils disaient bonjour, etc. Même des gens qui avaient un boulot, et ben voilà, dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent leurs méfaits, vous ne savez pas comment, les autorités ou les journalistes, ils assurent voilà, que c'était des déséquilibrés. Ils ont fait, je sais pas, un bilan psychiatrique avec des médecins compétents, ça peut parfois prendre plus d'une journée, 2 jours ou 3 jours au moins. Bah là non, on a une espèce de bilan psychiatrique express, on ne sait pas pourquoi, mais au bout d'1 heure, voilà, ils sont qualifiés ainsi de déséquilibrés.
En plus, c'est souvent hypocrite car l'assaillant terroriste, euh, en fait, j'ai remarqué, maintenant c'est très souvent, hein, depuis quelque temps, en gros, quand un aspirant au djihad essaie de commettre un attentat, mais il n'y arrive pas, juste il va blesser des gens, c'est-à-dire il n'en tuera pas, ou il en tuera qu'un seul maximum, qu'il ne connaissait pas. Blessé ou un seul maximum, là il va être pratiquement d'emblée déséquilibré tout de suite. Vraiment. J'ai remarqué ce truc-là. Par contre, la presse n'ose pas à partir du moment où c'est deux personnes inconnues différentes. Parce que là, ça fait crime en série, vous voyez, ça fait loi des séries, alors que une seule, ou juste des blessés, il n'a pas pu obtenir plus. J'ai remarqué que très souvent dans la presse, ils ne se gênent pas, ils vous balancent déséquilibré, voilà. Ils balancent ça à l'opinion publique, et même les autorités aussi. Peut-être pour éviter la panique, pourquoi pas, mais en tout cas, moi je trouve ça quand même assez discutable. Euh, et puis, vous voyez, en gros, ce que j'ai dit, c'est un peu comme si, en gros, déséquilibré, ça signifiait terroriste peu efficace, ou terroriste qui a raté son coup, ou terroriste qui n'a réussi à tuer qu'une seule personne. Voilà. Euh, Maintenant, je voudrais quand même me baser sur un petit exemple euh, par rapport à l'usage du terme déséquilibré. Je voudrais qu'on voit quand même un cas concret. Alors ça s'était passé dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 septembre, très précisément, je m'en rappelle. C'était un des derniers cas que j'avais vu dans l'actualité. Un homme a foncé dans, dans- dans Nîmes en voiture contre une foule amassée autour d'un point de rencontre. C'était par rapport à l'ouverture de la feria de Nîmes en hurlant Allahu Akbar. Et en fait, il a foncé sur une cinquantaine de personnes situées devant un bar, mais par chance, il y avait des barrières de sécurité qui ont limité l'impact, si je puis dire, de son acte. Mais il est quand même rentré dans deux personnes voilà, qui ont été hospitalisées. C'est quand même grave, quoi. Et cet homme, en fait, il avait la trentaine. Il était connu des services de police pour des crimes, pas pour de la radicalisation. Mais vu qu'il était connu pour des crimes, je ne le considère pas comme un gentil, je le considère comme un méchant, pardon de parler avec un vocabulaire enfantin manichéen. Et il avait un emploi à la mairie de Nîmes. Je ne suis pas en train de vous dire que les fous ne peuvent pas travailler, mais on peut supposer, s'il a assez cérébré pour conduire une bagnole, c'est qu'il sait la conduire un minimum techniquement, il sait qu'il faut mettre de l'essence dedans. Là, il n'était pas fou, là. Quand il s'agissait de savoir comment faire fonctionner sa bagnole, il n'a pas oublié les clés, il n'a pas oublié de mettre de l'essence dedans. S'il a un emploi à la mairie de Nîmes, il peut y avoir des névrosés, je suis d'accord, dans des boulots, pourquoi pas, mais en tout cas, il est capable de supporter un minimum la lucidité que supposent des interactions quotidiennes avec une hiérarchie socio-économique et y occuper un rôle à l'intérieur, aussi pourri et inutile soit-il. Les autorités ont également dit que son acte était volontaire. J'ai vu ça également dans la presse. Donc, le mec n'est pas connu par les services psychiatriques. Il a volontairement foncé dans des gens, selon un mode opératoire d'ailleurs bien connu des terroristes djihadistes en Europe, et il a crié Allahu Akbar. Et les autorités ont quand même eu le culot de préciser, encore une fois dans la presse ou les autorités, de toute façon je vous dis, il y a un système politico-médiatique qui s'entretient l'un l'autre, au final ça a été ils ont bien précisé, ce n'est pas un acte terroriste. Mais il leur faut quoi de plus sérieux? Putain, c'était volontaire, euh, il a crié Allahu Akbar, c'était quelqu'un qui n'était pas connu pour des troubles psychiatriques avant. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Moi, ce que je voudrais vous pointer du doigt ici, c'est qu'en général, quand des terroristes de ce genre sont arrêtés, en plus, j'ai remarqué, les journalistes ou les autorités n'oublient pas de préciser souvent que quand il a été arrêté dans un état de confusion mentale où il tenait des propos incohérents. Ça vient très souvent. Mais on ne sait jamais ce que c'est ces propos et on ne sait jamais de quoi il s'agit quand ils disent ils étaient dans un état de confusion mentale. Parce que moi, si je veux, la 90% de la planète Terre, je vous en fais des gens qui tenaient des propos incohérents ou qui étaient dans un état de confusion mentale. Je prends n'importe quel président américain, je vais prendre Barack Obama parce que, par exemple, Trump,
il est considéré comme fou par tellement de gens en France, ou n'importe lequel de tous les présidents américains, ils ont dit au moins une fois cette formule consacrée que Dieu bénisse l'Amérique. Dans des discours, c'est déjà arrivé. Et bien, n'importe quel président américain qui vous dit ça, et il a quand même des responsabilités un minimum, il est quand même arrivé à un poste un minimum où il faut supposer effectivement qu'il est un peu, il est cérébré un minimum, quoi. Et bien, vous le prenez, ce président américain, les yeux dans les yeux, vous lui dites, vous avez dit que Dieu bénisse l'Amérique, c'est qui ce Dieu? Et bien lui, il va vous dire, Dieu, c'est une créature invisible, inaudible et intouchable qui doit aider l'Amérique, c'est ce que je souhaite. Et bien moi, d'office, je vous classe ce président américain qui m'a dit ça dans la catégorie des gens qui tenaient des propos incohérents si je veux. Vous voyez, si un djihadiste est désarmé puis arrêté par la foule, par exemple, ou par des flics, et que durant cette arrestation, il dit « j'ai fait ça pour Allah ». Moi aussi, je peux tout de suite faire mon journalisme mainstream et puis dire qu'il était dans un état de grande confusion mentale ou qu'il tenait des propos incohérents. C'est pour ça que je vous dis, je me méfie des tentatives de psychiatrisation qui visent à qualifier ainsi des gens qui étaient quand même des terroristes volontaires, violents, qui voulaient vraiment faire le djihad. En plus, ce qui est quand même cocasse, c'est que quand la presse ou les autorités en fait sous-entendent que la personne n'était pas un terroriste parce que c'était un déséquilibré, en opposant l'un et l'autre. On croirait que seuls des gens parfaitement sains d'esprit peuvent être des terroristes. C'est idiot. Pourquoi opposer l'un et l'autre? C'est quand même un comble. Évidemment que un terroriste a sa part de débilité, de stupidité, au sens où il fait vraiment des choses qui sont mauvaises au sens manichéen, voilà. Mais la population, je suis désolé, vous croyez qu'un mec dont la femme vient d'être tuée par un soi-disant déséquilibré, vous croyez qu'il va aller la sentir la différence entre apprendre la mort de sa femme par un déséquilibré qui égorgeait des gens à tout va en criant Allahu Akbar, et la différence entre apprendre la mort de sa femme par un terroriste estampillé terroriste par l'État ou les journalistes, qui faisait exactement la même chose. Il égorgeait des gens à tour de bras en criant Allahu Akbar. Voilà, le résultat funeste est le même, le danger est le même. On était soumis à un aléa a priori qui s'est accompli de la même façon. La douleur est la même. Voilà. Un autre truc que moi j'aime pas, il est arrivé par le passé un exemple, vous savez, l'attentat à Nice. Dans la presse, en fait, j'avais remarqué qu'ils avaient relayé des analyses visant à diminuer l'islamité des motivations du tueur, en allant jusqu'à sous-entendre, à travers la collecte de témoignages de proches ou de voisins, parce que c'est vrai que c'était quand même un attentat vraiment hardcore en termes de quantité de personnes tuées, c'était tellement choquant. Et du coup, en fait, ils avaient recueilli des témoignages de proches ou de voisins qui sous-entendaient que le terroriste n'était pas vraiment musulman, ou un mauvais musulman, voilà. Parce qu'il fréquentait des boîtes de nuit, parce qu'il prenait des cours de salsa, et puis ça ne gênait pas plein de journaux de reprendre ces liens de cause à effet, ces analyses. Pardon, mais je voudrais vous dire, c'est pas quand ça vous arrange, vous faites de la propagande auprès de la population française, qu'on a marre de l'immigration islamique ou de l'islam, en disant à ces gens-là, arrêtez vos stigmatisations, les musulmans c'est des gens comme tout le monde, ils peuvent aimer la musique comme tout le monde, aimer le chant comme tout le monde, aimer la fête comme tout le monde, et quand on démontre que l'islam importe en France un risque, génère du risque de terrorisme religieux sanguinaire à dose minoritaire mais permanente, là tout à coup ça vous arrange de prétendre ou de véhiculer le fait que le musulman qui l'a fait, même en criant Allahu Akbar, même s'il a été éduqué dans son enfance depuis tout petit dans l'islam, et ben là tout à coup il serait pas vraiment musulman parce qu'il aimait la fête, parce qu'il aimait boire du vin, parce qu'il aimait la salsa et parce qu'il va pas ou peu à la mosquée. Je vais vous dire un truc dont on vous parle jamais en général dans les médias ou très très peu. En fait, l'islam, c'est le point commun idéologique de tous les terroristes djihadistes. Et en fait, il y en a deux sortes de djihadistes en réalité qu'on rencontre dans les pays occidentaux et en France. Vous avez les terroristes djihadistes qui vont assidûment à la mosquée, qui sont pieux à moyen et long terme. Et vous avez le total contraire de ces gens-là. Des profils de musulmans ex-racailles, buveurs d'alcool, consommateurs de shit. Et vous savez pourquoi vous avez ce profil contraire également pour le risque djihadiste? Parce qu'en fait, les racailles, qui ont quand même foi en l'islam et peur de l'enfer, elles peuvent savoir avec le temps
avec un retour d'expérience sur leur propre vie, passé un certain âge où ils n'ont pas de femme, où personne veut d'eux, où c'est des pauvres gars, des pauvres types, eh ben, ils peuvent se dire, ils ont fait trop de conneries dans leur vie pour être respectés par Allah. Fornication, alcool, pratiquement pas de salade ou de voyage à la mosquée. Et en fait, ce que les autorités appellent la radicalisation express, en réalité, c'est parfois des musulmans qui savent qu'ils ont fait trop de conneries dans leur vie, du point de vue des lois du Coran, du point de vue de leur mode de vie, et en même temps qui ont la haine de la France, de la mécréance, de tout ce qui n'est pas islamique. Et le djihadisme permet à ces gens, sans avoir accumulé des années de piété, parce qu'ils savent que ces connards, pendant 25 ans, ils se sont comportés comme des occidentaux consommateurs, jouisseurs, qui ont eu zéro comportement pieux. Ils se disent, putain, il va falloir que je fasse au moins le même nombre d'années, 25 ans de piété. Ces gens-là, ils savent très bien, parce qu'ils ont peut-être pas, ils ont peut-être aussi la flemme de devoir faire plein de salettes au quotidien, ça veut dire se lever tôt, se coucher tard, d'invocations derrière eux, de pèlerinage, de tout ce que vous voulez. Ils savent qu'il suffit d'un seul attentat djihadiste une seule fois, et puis ça aboutit à la mort, bien évidemment, devant les flics qui interviennent, et c'est ce que eux veulent, ils veulent se faire tuer. Et là, direct, ils ont droit au paradis, sans effort. Donc moi, j'opposerais à cette idée de radicalisation express le paradis express, si je puis dire, vous voyez, pour ce genre de profil. Donc vous avez des terroristes djihadistes par rédemption, appelons ça comme ça, voilà, de leur passé de débauche, rédemption de leur passé de débauche, des djihadistes qui ont passé toute leur vie, ou la majorité de leur vie, enfance, à suivre le salafisme dans lequel ils ont été éduqués, c'est une chose, mais aussi des djihadistes par rédemption, et potentiellement ça peut concerner un large spectre de musulmans, entre guillemets, lambda, pas encore radicalisés, sur peut-être une période de court terme. Donc l'argument de la presse qui consiste à vous dire que le terroriste djihadiste n'était pas musulman parce qu'il était connu des services de police pour des faits de délinquance, ou parce qu'un voisin a dit il aimait la salsa, il aimait les boîtes de nuit, vraiment, c'est pas un gage voilà, c'est pas un gage de sûreté, c'est pas quelque chose qui va permettre d'éloigner l'islamité de lui. D'ailleurs, les gens peuvent changer. Quelqu'un peut aimer fréquenter des boîtes de nuit et en avoir rien à foutre de l'islam. Quelqu'un qui a été éduqué dans l'islam et finalement il y retournera un peu plus tard. Donc vraiment, le risque et le spectre est très large. Sur ce dernier propos, je voudrais voilà, conclure le fil conducteur de ma réflexion. À un moment donné, faisons de la criminologie intelligente et arrêtons de nous bercer d'illusions, quoi. Un terroriste djihadiste, il peut ne pas toujours avoir eu envie d'en arriver à tuer des innocents au nom de Dieu. Peut-être même qu'il y a un terroriste qui va agir dans 3 ou 4 semaines, ce que je ne souhaite pas, et au jour d'aujourd'hui ou hier, peut-être qu'il hésite ou peut-être qu'il n'a pas envie. Mais effectivement, ce risque n'arrive que dans des gens qui ont les prédispositions cognitives et dogmatiques islamiques, et pas, jusqu'à preuve du contraire, chez des catholiques, des juifs ou des bouddhistes, dans le cas français aujourd'hui. Pas dans la même ampleur, pas dans les mêmes proportions, c'est évident. Vous pouvez parlementer pendant des heures sur le fait de savoir si un terroriste djihadiste qui tue volontairement, il est rationnel ou bien déséquilibré, mais les gens, ils ne sont pas stupides. Eux, ils se disent juste à échelle macroscopique que le risque djihadiste, il existe bien moins ou pratiquement pas en Pologne ou en Hongrie, comme il peut exister en France ou en Belgique ou en Angleterre. Le risque djihadiste est inférieur chez eux au risque djihadiste dans des pays occidentaux beaucoup plus islamisés. Voilà. Mon but, c'est pas de dire 100% des musulmans sont suspectables. Par contre, il ne faut pas faire les hypocrites. Le lien entre l'islam et le djihad est évident, parce que partout sur Terre où l'islam est absent, le risque djihadiste est absent. Ce constat peut énerver des musulmans modérés ou progressistes ou pacifistes, mais c'est la vérité.